Si aujourd'hui on connaît bien le vignoble du même nom, la rivière du Chêne, c'est le nom de la seigneurie des Dumont en Nouvelle-France. Elle est voisine de la seigneurie des Deux-Montagnes, appartenant aux Sulpiciens de Montréal. À la rivière du Chêne, on retrouve la ville de Saint-Eustache. Elle porte le prénom des membres de trois générations de la famille Dumont. Le premier, c'est Eustache, qui a vécu de 1680 à 1750. Son fils Eustache Louis vécu de 1736 à 1807 et son petit-fils Eustache Nicolas a vécu de 1787 à 1835. Saint-Eustache, c'est sur la rivière des Mille-Îles, c'est la plus vieille paroisse des Basses-Laurentides. Elle est constituée en 1769. C'est assez rapidement un petit village prospère, assez connu pour la célèbre bataille des Patriotes du 14 décembre 1837. Mon nom est Philippe Aubry et aujourd'hui à Histoire d'un Nord, je vous invite à Saint-Eustache. Si c'est la première fois que vous écoutez l'émission web, je vous recommande fortement de visionner la série chronologique Histoire d'un Nord que je vous laisse ici. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager la vidéo avec tous vos amis. Peu de seigneuries sont concédées dans les Laurentides sous le régime français. Saint-Eustache est comprise dans le territoire de la Grande Seigneurie des Mille-Îles, établie en 1683. En 1718, on la sépare en deux, Rivière-du-Chêne et Blainville. Au dernier épisode, je vous ai présenté Sainte-Thérèse, située dans la seigneurie de Blainville. C'était Marie-Thérèse du Guide-Boisbriand qui en était la seigneuresse. Ces noms vous disent quelque chose? C'est peut-être la ville que vous habitez présentement sur la rive nord. Parce qu'on n'a pas besoin de rouler bien longtemps pour comprendre que la toponymie là, sur la banlieue nord de Montréal, et même la banlieue sud, a puisé dans l'histoire de la Nouvelle-France. Mais revenons-en à Saint-Eustache. C'est bien beau avoir une seigneurie, mais encore faut-il concéder des lots. C'est vers 1755, soit seulement vers la fin de l'époque de la Nouvelle-France, que des censitaires s'installent près de l'actuel Saint-Eustache. Après 1760, le seigneur Eustache Louis Lambert Dumont réside en permanence dans sa seigneurie. Les concessions se font d'ailleurs à un rythme plus soutenu. Les colons viennent des paroisses de l'île Jésus, de l'île de Montréal et de Terrebonne. Un premier moulin est érigé en 1762. Il existe encore aujourd'hui. C'est le moulin Légaré. Il est situé sur la rivière du Chêne. Un deuxième moulin est érigé par le seigneur Dumont en 1785. La population est assez nombreuse pour que l'on érige la paroisse de Saint-Eustache en 1769. C'est la plus populeuse des Basses-Laurentides à ce moment-là, si on ne tient pas compte de Saint-Louis de Terrebonne. D'ailleurs, l'espace seigneurial se comble rapidement, car Eustache-Louis concède plus de 300 lots dans les 45 années qu'il est seigneur. Il a deux enfants, Eustache-Nicolas et Louise-Angélique. C'est en mariant cette dernière qu'Antoine Lefebvre de Bellefeuille devient co-seigneur de la rivière du Chêne. Comme cela se voit ailleurs, des marchands d'origine britannique s'installent dans le noyau villageois de Saint-Eustache. L'instauration d'un nouveau système politique à partir de 1791 crée les comtés électoraux. Le village de Saint-Eustache est compris dans celui de York, renommé Deux-Montagnes en 1830. Dans la première moitié du 19e siècle, le contexte économique et social difficile est au cœur des préoccupations. Les récoltes sont mauvaises, ce qui cause des famines successives dans la région. Les citoyens s'organisent pour appuyer les deux options politiques en place, ceux favorables au régime britannique et les patriotes, qui sont ouvertement républicains. L'élite politique du comté de Deux-Montagnes, le seigneur Eustache Nicolas Lambert Dumont en tête, s'accroche au pouvoir afin de ne pas perdre ses privilèges seigneuriaux. Le docteur Jacques Labrie se présente à la population comme le contrepoids au seigneur Dumont. Des assemblées sont tenues pour intéresser les électeurs à la politique. Ce même M. Labrie est impliqué dans la communauté. Il crée une école laïque ouverte à tous, filles et garçons. Il finance lui-même cette école car l'éducation des colons lui tient à cœur.
Après 1829, l'Église catholique assure la relève de cette première initiative. Lors de la création d'une première commission scolaire, Jacques Labrie est nommé président pour souligner son implication en matière de scolarisation. Le dynamique village devient un lieu de convergence. Les liens terrestres se développent tôt dans les années 1800. Une route vers La Chute est ouverte en 1807. Une traverse de bac vers l'île Jésus assure pendant longtemps le passage des gens et des marchandises. Une traverse de bac, c'est un service de traversier avant le temps. On emprunte des barques propulsées à force de bras pour se rendre d'une rive à l'autre. Ce service est remplacé par un pont à péage, celui de Bellefeuille, en 1830. L'emplacement de cette route et du pont correspond à peu près à la route Arthur-Sauvé aujourd'hui, mais on passait plus proche de l'église, sur l'actuelle rue de Bellefeuille. On retrouve le cœur villageois avec le manoir seigneurial des Dumont, le moulin Légaré et la Grande Rue. Il fera les frais de l'assaut mené par les forces de l'ordre britanniques en 1837. Il faut dire qu'en cette année 1837, il n'est plus seulement question de prendre des actions pacifistes et de tenir des assemblées. La section du Parti patriote du comté de Deux-Montagnes défie ouvertement le pouvoir britannique. On souhaite organiser une milice armée avec un campement de type militaire. Mais cette organisation n'a de militaire que la réputation. Peu d'armes sont disponibles pour les combattants et les fortifications sont en réalité que de simples palissades. Les femmes ont aussi leur mot à dire. Elles se réunissent sous la bannière d'Association des Dames patriotiques. C'est la femme du secrétaire permanent Jean-Joseph Giroir qui tient cette initiative qui est unique au comté de Deux-Montagnes. On leur doit entre autres la confection du drapeau que porteront les braves patriotes au front le 14 décembre 1837. Les deux grandes batailles de la rive sud de Montréal laissent présager des craintes et des espoirs. Les réactions varient selon à qui on en parle. À Saint-Denis, la rébellion écrase les tuniques rouges, mais elle s'incline 2 jours plus tard à Saint-Charles. Les patriotes de Saint-Eustache croient en leur chance et rêvent d'aller au-devant de l'armée britannique à Saint-Martin sur l'île Jésus. La famille seigneuriale, les Dumont, quitte temporairement le village de Saint-Eustache, puisqu'ils se sont toujours opposés aux idées du parti de Louis-Joseph Papineau. Ils craignent ainsi d'être la cible de l'insurrection. Le général Colborne est à la tête de l'armée coloniale britannique et il a bien l'intention d'en finir avec la rébellion du Nord. Il prend la route du village de Sainte-Rose et traverse avec son régiment la rivière des Mille-Îles devant Rosemère, car les rebelles ont pris la peine de couper le pont Porteous. L'armée britannique emprunte ensuite le chemin de la Grande-Côte en direction de Saint-Eustache. Les patriotes, sous les ordres du docteur Chénier, se barricadent dans l'église, le presbytère, le couvent et la maison seigneuriale des Dumont. Les Britanniques mettent le feu, bombardent et tirent à bout portant. Saint-Eustache paie le prix de sa rébellion. Le village perd une 60aine de maisons et les pertes humaines sont nombreuses chez les vaillants combattants de Chénier. L'église porte encore des cicatrices aujourd'hui de ces événements. Un monument rappelle la mémoire des rébellions. Taillé dans du granit de Saint-Colomban, il a été érigé en 1937. La chaîne Laurentide en Histoire livre une brillante série sur les événements de 1837 que je vous invite à regarder si vous êtes des passionnés de l'histoire des rébellions patriotes. La bataille du 14 décembre freine le dynamisme du village de Saint-Eustache. Les limites de celui-ci sont relativement petites. La rue Saint-Eustache d'aujourd'hui est la Grande Rue dans les années 1860. Dans le recensement de 1862, on y dénombre 55 maisons, soit le tiers total du village. Magasin général, hôtels et tavernes côtoient l'élite politique locale. Les Canadiens français partagent le voisinage avec des Anglais, des Irlandais et des Écossais. On peut observer un faible développement industriel dans le comté de Deux-Montagnes, bien qu'un lien ferroviaire relie Saint-Eustache vers Sainte-Thérèse dès 1882. La gare de train de Saint-Eustache s'élevait ici, sur la rue d'Orion. Remarquez qu'aujourd'hui, c'est le terminus d'autobus urbain qui s'élève à sa place. Ce ne sera jamais l'industrialisation comme ailleurs dans les Laurentides.
Parce que des employeurs comparables à la Roland, à Saint-Jérôme ou l'usine Ayers à la Chute ne s'installent pas à Saint-Eustache pendant la Révolution industrielle. Ça reste la seule ville du comté de Deux-Montagnes qui ne se dépeuple pas durant cette période. On peut probablement attribuer ce fait à l'ouverture d'une usine de cannage alimentaire vers 1890 sur le territoire de la ville. Ailleurs dans le comté, comme c'est typique à l'époque, l'appel de l'immigration vers les États-Unis résonne très fort chez les habitants. Montréal attire vers ses quartiers ouvriers beaucoup d'agriculteurs désireux d'améliorer leur sort aussi. À l'époque de la Révolution industrielle, les grands incendies sont encore une menace pour les villes. Saint-Eustache s'est équipé d'un bel aqueduc alimentant des bornes fontaines placées à des endroits stratégiques. Cela n'empêche pas le village de connaître un grand sinistre en avril 1910. Un incendie détruit 18 bâtiments sur la rue Saint-Eustache. Le bois, c'est le principal matériau de construction, ce qui facilite la progression du feu. Mais heureusement, une équipe de pompiers de Montréal et des pompes à incendie à vapeur arrive en train et maîtrise le brasier. Les Eustachoises et les Eustachois ont eu chaud. Le tourisme s'implante le long de la rivière des Mille-Îles au début du 20e siècle, avec le phénomène de la villégiature. Le train permet un accès rapide aux résidences secondaires le long des berges de la rivière, ce qui favorise la venue de Montréalais à la recherche de quiétude et de plein air. La voie ferrée est d'ailleurs étendue de Saint-Eustache vers Pointe-Calumet en 1916. Ce moyen de transport permet aux pères de famille de travailler à partir du chalet pendant que les autres membres du foyer profitent de la campagne durant les étés. Les plages et les embarcations nautiques comme les régates sont très populaires sur le lac des Deux-Montagnes. On estime que la population de municipalités comme Saint-Eustache-sur-le-Lac, qui sera renommée Deux-Montagnes en 1963, triple en période estivale. La popularité croissante de l'automobile à partir des années 1920 ne fait qu'alimenter l'achalandage des contrées riveraines des Basses-Laurentides. La route 8, qui est aujourd'hui la route 148, est macadamisée dans ces années-là. Elle est aussi classée route nationale, comme la célèbre route 11. Les améliorations permettent un accès plus rapide en voiture. L'autobus et les camions assurent de plus en plus de déplacements. Devant une telle concurrence, le Canadien Pacifique annonce la fin de son service sur son tracé Sainte-Thérèse et Saint-Eustache en 1940. C'est assez tôt quand on y pense, parce que pour vous donner une idée, la ligne Montréal-Mont-Laurier connaît le même sort seulement en 1981. Autour des années 1950, la fonction récréo-touristique cède le pas à la banlieue. Saint-Eustache et les villes voisines deviennent des banlieues dortoirs. Le cœur villageois historique devient encerclé par les développements résidentiels. Entre 1921 et 1951, la population de la ville triple. Est-ce que le nom de Jean-Guy Mathers, ça vous dit quelque chose? Dans les années 1950, à Saint-Eustache-sur-le-Lac, qui est aujourd'hui la ville de Deux-Montagnes, c'est un entrepreneur en construction résidentielle. Les infrastructures routières sont sans cesse améliorées pour accommoder de plus en plus de chars dans ces années-là. On commence avec les routes nationales, comme la 8, qui est aujourd'hui la route Arthur-Sauvé, et la 29. Aujourd'hui, c'est la 344. Pareil avec la traverse sur la rivière des Mille-Îles. Datant de 1847, le vieux pont en bois de Bellefeuille relie Saint-Eustache et Plage-Laval, qui est aujourd'hui Laval-Ouest. Dans l'après-guerre, il ne répond plus aux besoins. Le député unioniste de Deux-Montagnes, Paul Sauvé, annonce en 1949 la construction d'un nouveau pont, le pont Arthur-Sauvé. Un boulevard du même nom est ouvert la même année, sortant la route nationale numéro 8 du cœur villageois de Saint-Eustache. Paul Sauvé, avant d'être un premier ministre du Québec en 1959, il travaille à la modernisation des campagnes. De l'électrification des fermes, en passant par le développement d'un réseau routier moderne pour les régions rurales, il a à cœur les intérêts des agriculteurs, tout comme son père Arthur Sauvé avant lui. Dans les années 1960, l'annonce du méga projet d'aéroport à Mirabel prévoit la construction d'autoroutes modernes dans la région. On peut penser ici à l'autoroute 640. Au carrefour de la 13 et de la 640, la carrière Mathers a été ouverte en vue de fournir les matériaux à ces deux projets autoroutiers. De succès en succès, Jean-Guy Mathers diversifie ses activités commerciales.
Il ouvre ainsi le fameux cinéparc en 1971 et le très connu marché aux puces en 1977. Pour en revenir à l'autoroute 13, elle était supposée relier Montréal à Sainte-Scolastique. Je dis bien supposée, car 50 ans plus tard, seule la portion que l'on connaît aujourd'hui a été réalisée, faute de mésentente entre les gouvernements québécois et canadiens sur la responsabilité de sa construction. Il faut dire que le projet d'aéroport ne décolle pas comme on l'espérait chez les libéraux de Pierre Elliott Trudeau. On a construit une seule piste et un seul aérogare. Toutefois, l'ouverture de l'autoroute 640 et de la 13, ça a donné un nouveau souffle au secteur industriel de Saint-Eustache. La fameuse usine d'autobus urbains Novabus fait partie des nombreux employeurs à choisir la rive nord de Montréal à partir des années 1970. Ainsi, une partie des banlieusards peuvent travailler près de leur domicile. La vaste majorité choisit quand même la métropole du Québec pour aller travailler. Aujourd'hui encore, la congestion routière dans les Basses-Laurentides, aux heures de pointe, nous rappelle que beaucoup de résidents de la région optent toujours pour ce mode de vie. Rien pour aider, la construction du réseau express métropolitain, qui représente une mise à jour de l'ancien train de banlieue, entraîne la fermeture temporaire du service de transport en commun. La ligne Deux-Montagnes-Montréal, c'était une des plus achalandées, mais c'est aussi la plus ancienne du réseau de transport collectif. En 1918, le Canadien Northern Railway, le futur Canadien national, dessert la région de Saint-Eustache avec un projet novateur, un train électrique passant sous le Mont-Royal. La réalisation du tunnel ferroviaire sous la célèbre montagne montréalaise est un véritable tour de force. 2 équipes de creusage sont parties de chaque extrémité et se sont rejoints au cœur du Mont-Royal. Le tout est fait à la dynamite et avec une marge d'erreur de seulement 3 cm. Imaginez, on est en 1913. Il fallait absolument un nouvel accès au centre-ville, car le Canadien Pacifique possédait les voies ferrées existantes sur le territoire de la métropole. L'utilisation de l'électricité s'est avérée un choix intelligent, car le matériel roulant a une durée de vie très grande. En 1995, l'équipement de 1918 était encore présent sur le réseau aux côtés d'équipements plus modernes. Dans les années 1990, on va procéder à une refonte majeure du réseau, des gares, aller jusqu'au rail et au système électrique. Le REM, qui est présentement en construction, pourra-t-il renouveler l'attrait du transport en commun structurant pour la rive nord? Je le souhaite pour Saint-Eustache et ses voisines, avec tous les enjeux de congestion routière, de densification urbaine et d'environnement qui sont à l'ordre du jour. Voilà, chers amis, un portrait de l'histoire de Saint-Eustache, d'hier à aujourd'hui. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Je vous invite à aimer et à commenter la vidéo pour m'en faire part. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et à mon compte Instagram, afin de rien manquer de l'histoire des Laurentides. Encore une fois, mon nom est Philippe Aubry, l'auteur du projet Histoire d'un Nord. Au prochain épisode, nous prendrons la route ensemble, la route de l'histoire, car je vous montre comment les Montréalais se rendaient en voiture dans les Hautes-Laurentides il y a 100 ans. Je vous dis à bientôt.